Bonjour Ndongo Sambasila. Bonjour Mireille. Tu es Bonjour Mireille, économiste? comment vas-tu? Ça va, merci. Tu es économiste et tu vis à Dakar. Oui, Alors, je tout vais te à fait. poser la première question. Comment vas-tu? Comment se porte ta famille et tes camarades, amis dans Pour ce l'instant, contexte ça de va. pandémie? Pour l'instant, ça va, je me porte bien, ainsi que ma famille et aussi les amis. Pour l'instant, il faut dire qu'on n'a pas encore trop de cas ici au Sénégal, même si la situation commence à devenir un peu inquiétante. Mais ça va encore. Pourquoi un peu inquiétante? Parce que au départ, en fait, la stratégie, c'était d'isoler les cas importés et les possibles cas de contamination, donc ce qu'on appelle les cas contacts. Mais depuis quelque temps, avec l'augmentation du nombre de tests, on a vu qu'il y a de plus en plus ce qu'on appelle les cas de transmission communautaire, c'est-à-dire des cas qu'on ne peut pas retracer. Et donc, du coup, ces cas communautaires, en fait, on les a vus, disons, dans des quartiers assez populaires. Et donc, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont le coronavirus, qui sont en train d'infecter beaucoup de personnes et qu'on ne peut pas retracer. Et donc, c'est ça qui est un peu inquiétant pour l'instant. Mais ça reste encore gérable. D'accord. Donc, le Sénégal vit sous état d'urgence depuis le 24 mars, ce qui signifie un couvre-feu de 20 heures à 6 heures du matin. Concrètement, comment cela se manifeste-t-il? Oui, ils ont pris cette mesure pour dire que en décidant du couvre-feu, ça permettrait de limiter les contacts, etc., la propagation du virus. Mais on n'est pas très, disons, euh, très convaincu par cette explication parce que il n'y a pas de confinement au Sénégal. Les gens se déplacent assez librement. C'est vrai qu'on a fermé les mosquées, on a fermé les écoles, etc. Donc, il y a moins de trafic, je veux dire, routier, il y a moins d'interaction avec les gens dans les lieux publics. Mais quand même, voilà, les personnes bougent et tout. Donc, c'est pas un confinement à l'européenne. Et Mm. donc, pourquoi dire que les gens n'ont pas le droit de bouger après 20 heures, sachant qu'ils peuvent bouger de 6 heures, 7 heures jusqu'à 20 heures. Mm. Donc, on ne comprend pas trop Mm. l'explication. C'est vrai que le premier jour où la mesure a été prise, il y a eu beaucoup de violences policières. Et par la suite, il y a eu des réactions sur les réseaux sociaux qui ont fait calmer, disons, nos hommes de tenue. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a un couvre-feu qu'il faut quand même à être violent vis-à-vis de nos concitoyens. Mais depuis lors, il faut dire que la réaction des réseaux sociaux a joué. Et donc, on constate de moins en moins ces violences policières-là. Mm. Là, peut-être qu'il pourrait aller vers un niveau de confinement supérieur. Tout dépendra de l'évolution de ces cas de transmission communautaire. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, les gens se bougent. Il y a certains quartiers, on y va, on n'a pas l'impression qu'il y a le coronavirus. Les gens continuent de vivre comme vous avez l'habitude de vivre. Mais est-ce que penser le confinement dans la société africaine est-ce quelque chose de réaliste alors qu'on sait que les familles sont étendues, sont dans une cour, tous autour de la même cour, donc est-ce que c'est réellement applicable dans un C'est très contexte compliqué. C'est très compliqué. Moi-même, j'avais fait disons, un petit avertissement en disant que, attention, il faut regarder, dans le cas du Sénégal, il faut regarder la géographie. Parce que dans le cas du Sénégal, Dakar, c'est la capitale et Dakar concentre tout. Dakar, c'est 0,28% de la superficie du Sénégal, tout le Sénégal. Le Sénégal, c'est un petit pays. Dakar, 0,28%. Presque un quart de la population sénégalaise, 23%. Et donc, 0,28% de la superficie et vous avez 23% de la population. Donc, ça fait une densité à Dakar qui est près de 60 fois supérieure à la densité nationale. Donc, Hmm. ça veut dire qu'à Dakar, c'est hyper concentré dans certains quartiers populaires. Donc, la question du confinement, c'est d'abord une question urbaine. C'est Dakar, peut-être Thiès et Diourbel. Mais pour tout le reste, on peut dire qu'il y a même un confinement naturel, c'est-à-dire que les densités ne sont pas très fortes. Donc, il n'y a rien qui justifie le confinement. Donc, lorsqu'on regarde la question d'un point de vue géographique,
on se dit que s'il devait y avoir confinement, ce serait un confinement partiel. Mais le problème, c'est que dans ces zones-là hyper denses, mais c'est l'économie informelle qui domine. À près de 70% des travailleurs sont dans l'économie informelle. Et donc, si vous voulez les confiner, mais il faut avoir beaucoup de moyens économiques pour que ce confinement-là soit viable d'un point de vue économique. Donc, il y a un effet balancier. Plus on confine, plus on doit mettre les moyens. Mais comme ce pays, c'est un pays qui n'a pas les moyens économiques, je veux dire, peut-être ça, on y reviendra parce que c'est un pays qui n'a pas sa propre monnaie, c'est un pays qui est dans la zone franc, etc. Donc, la réaction intelligente, c'est de dire qu'il faut mettre en place les gestes barrières, ceux qui peuvent porter des masques, ça porte des masques, mais on peut aller vers un confinement, d'autant plus que tout à l'heure, tu as dit que les familles qui sont dans nos cours, mais ça, c'est même les familles privilégiées. Dans les quartiers populaires, il y a une maison, il y a 6 familles. Et donc, c'est des conditions de promiscuité telles que les gens ne peuvent même pas respirer là-dedans. Ce n'est pas possible. Et donc, c'est pourquoi il faut y aller avec un peu d'intelligence. Mais du coup, la question du confinement, elle ne se pose pas seulement au Sénégal et à Dakar particulièrement, mais c'est vrai aussi dans la majorité des États africains. Mais aussi, on peut se demander si cette raison du couvre-feu n'a pas été prise, n'a pas été choisie pour empêcher quand même tous les invisibles, les damnés, à manifester pour réclamer de la nourriture alors qu'ils sont dans une situation économique très difficile. Car tout compte fait, quand il y a une crise de ce type, les premières victimes sont bien les invisibles et les plus pauvres. Ah, ça c'est sûr. Les invisibles les plus pauvres sont les variables d'ajustement, une fois de plus. Même s'il y a des programmes, disons, d'aide alimentaire, pour prendre en charge les gens en situation, ça va être très difficile parce que ce sont des invisibles, comme tu viens de le dire. Et c'est très difficile de les localiser. Ils ne sont pas forcément dans des maisons bien faites, etc., où on peut les retrouver. Et donc, c'est très compliqué. Si je reprends le cas du Sénégal, lorsqu'il y a eu la loi d'habitation pour décréter l'état d'urgence, beaucoup disons, de politiciens de l'opposition ont dit qu'en fait, c'est une manière un peu de museler tout le monde, de prendre pour le président Macky Sall, de prendre tous les pouvoirs et voilà, de mettre fin à toute dissidence, etc. Donc, il y a des politiciens qui ont dit ça et même ont mis le doigt en fait, sur le caractère constitutionnel de cette loi d'habilitation-là. Donc, il y a eu des discussions en ce sens, mais ce qui est sûr, c'est que les mesures qui ont été prises ne concernent pas pour le moment ces damnés de la terre-là, parce qu'ils ne sont pas visibles pour défendre leur propre droit. Donc, c'est ceux qui sont visibles qui peuvent espérer d'une certaine manière avoir, disons, après les solidarités qui jouent, ce ne sont pas les solidarités, disons, verticales entre l'État et les damnés de la terre, mais c'est plutôt au sein des communautés que se joue cette solidarité-là. Ça, on le voit. On voit, par exemple, des enfants. Moi, mes enfants m'ont dit, on a vu des mendiants dans la rue, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on fasse une petite quête, qu'on leur donne de l'argent, des choses comme ça. Donc, à un moment donné, c'est ce type de solidarité qui joue. Parce que malheureusement, la pandémie montre en fait toutes les tares, toutes les limites de nos États. D'accord. En fait, une fois de plus, le gouvernement sénégalais, mais comme beaucoup d'autres gouvernements, a fait le choix de préserver le capital au détriment du droit à la vie. Du coup, considères-tu que les mesures qui ont été prises, tu as un peu répondu, mais peut-être par rapport à ça, considères-tu que les mesures prises par le gouvernement pour gérer cette crise sont suffisantes ou est-ce qu'elles auraient pu être gérées différemment? On peut dire qu'on peut regretter la décision tardive du président Macky Sall de fermer les frontières parce qu'il n'a fermé les frontières aériennes que le lendemain où Emmanuel Macron a décidé de la fermeture des écoles, etc. Et même quand il a pris cette décision-là, il a fallu quelques temps encore, 3-4 jours avant de fermer les frontières aériennes. Parce qu'on avait vu en Europe qu'il y avait beaucoup de problèmes, en fait, déjà, en Italie, en Espagne, et ça a commencé en France. Et donc, tous les cas que nous avions, c'était des cas importés. Et
Et donc, à un moment donné, l'opinion poussait pour dire qu'il faut fermer les frontières. Mais nous, quelque part, on a attendu la France pour pouvoir suivre. Donc, c'est ce qu'on peut regretter. S'il y avait eu, en fait, un peu plus d'autonomie dans la décision, on aurait pu dire que peut-être qu'au Sénégal, les cas seraient beaucoup moins compliqués. Mais il faut dire de notre côté que le personnel médical, sanitaire au Sénégal a été très brave, très brave. Il faut vraiment les Très féliciter quoi? pour cela. Excuse-moi, très? Très, très brave, très brave, Ah, très très brave. brave, très brave. Oui, 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 oui. Comme on dit, ils sont démenés comme un diable dans un bénitier pour tout faire pour contenir ce virus-là. Et ça, je veux dire, on ne peut pas dire que c'est du fait de l'action gouvernementale, etc. Mais ça a toujours été comme ça. Pourquoi je le dis? Parce que si on regarde l'évolution de long terme du Sénégal, je veux dire, on prend beaucoup d'indicateurs socio-économiques. Il n'y a qu'au niveau de l'espérance de vie à la naissance qu'on peut dire que le Sénégal a fait des progrès comparativement plus importants que les autres pays. Il y a que ce domaine-là. Et le secteur de la santé, c'est le parent pauvre des politiques publiques. Et depuis les ajustements structurels, on a vu ce qui est arrivé dans nos pays. Mais on a quand même, malgré toutes les limites qu'on peut dénoncer, etc., on a quand même voilà, un staff médical, sanitaire qui a été très brave depuis toujours. Et vraiment, c'est une fierté, c'est une fierté. Et peut-être, comme je dis, ça n'a rien à voir forcément avec les politiques gouvernementales. D'accord. Quel est ton avis, Ndongo, sur la généreuse suspension de la dette pour 1 an octroyée par le G20 aux 76 pays les plus pauvres, dont 40 sont en Afrique, à la demande quand même, proposition initialisée par Macron qui voulait l'annulation de la dette, mais et à ce propos d'ailleurs, Macron, comme d'habitude, comme il le fait depuis quelque temps, se positionne comme le grand ami de l'Afrique, comme dans la restitution des biens, volés pendant la colonisation, etc., etc. Donc, quel est ton avis sur cette généreuse suspension? En fait, elle n'est pas généreuse. C'est parce qu'à un moment donné, ces institutions se rendent compte qu'il n'est pas possible que certains pays, dans les contextes dans lesquels nous vivons, puissent payer la dette. Ce n'est tout simplement pas envisageable. Et ces annulations de dette, c'est juste le service de la dette, c'est-à-dire les intérêts qu'on paye, le principal, pendant 6 mois. Donc, c'est comme si on voulait permettre à la vache d'être encore plus grasse, parce que passé ce délai de 6 mois, il faudra que ces pays payent. Donc, ceux qu'ils ont annulés, ça ne concerne pas tous les pays. Le Sénégal, par exemple, n'est pas concerné. Le Sénégal a pris de nouvelles dettes auprès du FMI. Et donc, c'est des pays comme le Mali, le Burkina Faso, qui sont dans des situations objectivement très difficiles, pour lesquels on vous dit on vous laisse souffler 6 mois et puis après vous reprenez, vous payez la dette. Donc, ce n'est pas si généreux que ça. Et quelque chose qu'il faut dire aussi, c'est que quand ça vient du président français Emmanuel Macron, il y a quelque chose d'assez ironique parce qu'il a dit on fait une annulation massive des dettes africaines. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la France n'annule jamais ses dettes. Jamais. La France ne les annule jamais. En tout cas, quand il y a eu, comme tu le sais, l'initiative Pays pauvres très entêtée, parce que dans les années 2000, il y a eu tout ce mouvement, il faut annuler la dette, campagne jubilé 2000, etc., tout le mouvement altermondialiste. Et donc, ils se sont dit, il faut annuler la dette bilatérale et multilatérale, la dette due aux institutions financières nationales, FMI, Banque mondiale, etc., et la dette due à certains pays. Mais beaucoup de pays ont effectivement annulé la dette, mais ça n'a pas été le cas français. Dans le cas de la France, les dettes ont été reconverties. Par exemple, on dit au Sénégal, vous nous devez 1 million d'euros, on vous annule la dette. On vous annule la dette, ça veut dire quoi? Vous allez quand même payer les 1 million d'euros plus les intérêts. Et on revient avec les 1 million d'euros et on vous dit, ah, on a des projets d'infrastructure pour vous avec des entreprises françaises. Ça vous intéresse? Amenez une partie et l'AFD vous gère ça. C'est ça l'annulation de la dette. Et donc, il est très curieux que Emmanuel Macron vienne nous dire, ah, on va annuler massivement les dettes africaines, sachant que maintenant, la partie dominante de la dette africaine, c'est la dette due aux créanciers privés. Parce qu'entre 2008 et 2018, il y a eu beaucoup de liquidités qui ont été injectées par les banques centrales des pays du Nord dans un contexte de taux d'intérêt nul. Donc, les détenteurs de capitaux se disaient que voilà, avec 0% ici, on ne peut rien faire. Allons vers les marchés émergents. Et donc, les pays émergents
africains comme le Sénégal, Côte d'Ivoire, Kenya, Ghana, etc., voilà, ils sont allés s'endetter de manière très irresponsable parce qu'on n'a pas vu les produits de cet endettement-là. Et donc, ce sont des dettes qui sont dues à des créanciers privés. Et donc, nécessairement, il faudra les payer. Moi, ma position, c'est qu'il faudrait qu'on se batte, que les Africains soient unis pour annuler en totalité la dette extérieure, bilatérale, multilatérale et auprès des créanciers privés. Très privé. Mais oui, mais on va le faire non pas au nom des chefs de l'État, des chefs d'État africains, mais au nom des peuples. Au nom des peuples, absolument. Oui, quand ces dettes ont été contractées, les peuples n'ont pas été avisés. Et je ne parle pas des parlements, parce que les parlements ne contrôlent pas leur gouvernement. On sait le type de régime présidentialiste que nous avons. Et l'autre chose aussi, c'est que quand on doit payer la dette, c'est toujours les peuples qui trinquent et non pas ceux qui ont contracté la dette. Absolument. Donc, au nom des peuples, nous devons nous battre pour qu'on annule la dette en totalité. Parce qu'on peut dire que c'est des formes de dette odieuses, parce que souvent, elles financent des infrastructures qui sont surfacturées et qui sont d'une certaine manière aussi toujours tarifées en dollars, etc. Donc, l'argent ne rentre jamais en Afrique, c'est toujours à New York, à Francfort, etc. Donc, d'une certaine manière, les peuples peuvent prendre en charge ce combat-là. Quand je t'ai posé la question d'avoir ton avis sur la généreuse suspension, bien évidemment, pour moi, généreuse était un terme purement ironique. J'avais compris. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Derrière les propositions mortifères, et c'est ce que tu viens un peu de souligner, derrière ces propositions donc de suspension de la dette pour les États qui vont bénéficier de cela, est-ce qu'on ne peut pas aussi penser, puisqu'il y a des dettes bilatérales, comme tu as souligné, qu'il y a aussi les institutions financières internationales qui sont toujours là et qui vont, une fois de plus, faire mordre la terre rouge de l'Afrique en imposant aux peuples, aux pays qui vont bénéficier de cette suspension, en les faisant passer, une fois de plus, sous les fourches codines, des programmes d'ajustement structurel. Même pire que fourche codine, on pourrait dire vraiment fourche d'une extrême violence qui prive les peuples des droits les plus fondamentaux. C'est un scénario qu'il faut craindre et qu'il faut anticiper. Lorsque le FMI, par exemple, a prêté récemment de l'argent au Sénégal, le FMI disait très clairement qu'on sait que c'est conjoncturel, mais l'année prochaine, il faudra revenir à de l'orthodoxie budgétaire, c'est-à-dire avoir des budgets équilibrés, etc. Alors qu'au sortir de la crise, il faudra que les États soient, entre guillemets, dans ces politiques économiques exceptionnelles pour pouvoir permettre, disons, d'atténuer l'impact économique récessif de cette crise-là. Tu vois, il y a des pays comme la Zambie qui sont hyper endettés. Donc, ces pays-là doivent normalement être sous ajustement structurel. Mais on va leur dire, voilà, on vous laisse faire, mais dès qu'on sort de cette crise sanitaire, ajustement structurel. Et donc là, ça va être très violent, très, très violent. Tu vois, généralement, ce que le FMI impose aux pays africains et normalement aux pays faibles de ce monde, c'est de dégager une épargne publique, ce qu'on appelle le surplus primaire. Et donc, quand l'État dégage une épargne publique, c'est au détriment, disons, des populations, c'est au détriment du secteur privé. Et donc, c'est ce qui s'est passé en Grèce. Donc, on leur avait demandé de dégager une épargne publique de 3,5%. Et donc, on sait que la Grèce va perdre une génération, hein, je veux dire, entre 2008 et 2034, va perdre une génération. Et donc, des pays comme la Zambie, le FMI attend d'eux une épargne publique de 6%. C'est criminel. C'est criminel. Et donc, c'est ce qu'on appelle des prisons pour débiteurs souverains. Et donc, il faut que les pays africains, au-delà, en tout cas en marche, la problématique de l'annulation de la dette, exigent une réforme radicale du cadre de gestion de l'insolvabilité souveraine. C'est-à-dire que s'il y a des États qui ne sont pas en mesure de payer la dette pour des raisons X ou Y, il ne faut pas qu'on les mette dans une prison pour débiteurs souverains. Il faut qu'on permette, disons, de maintenir la production et l'emploi. Qu'on ne mette pas les populations sous des politiques d'ajustement structurel. Et donc, ça, c'est quelque chose dont nous devrions parler à l'échelle du continent. Mais là, la perspective qu'on a avec la task force, c'est une perspective, je veux dire, typiquement financière, quoi.
d'élite financière, il faut aller pour gérer la dette, ceci, comment payer, s'il le faut ajustement structurel ou liquider certains actifs nationaux. Il ne faut pas ça. Il faut réformer le cadre de gestion des FMI. On peut dire vraiment que cette suspension, cette proposition, enfin, cet agrément qui a été trouvé sur cette suspension de la dette est une fois de plus l'expression d'une violence coloniale dont les pays les plus pauvres vont payer un lourd prix dans les années à venir. Donc. Et on peut aussi dire, tout compte fait, que cette suspension, enfin, là je voudrais un peu avoir ton avis, est-ce que cette suspension ne confirme pas que la colonialité du pouvoir est principalement exercée par les puissances financières, les puissances d'argent? Quand un pays quelconque a une dette en monnaie étrangère, c'est que ce pays n'est plus libre. Pourquoi? Parce que quand vous devez, par exemple, 100 dollars à un pays, au moment du paiement, il faudra que vous trouviez ces 100 dollars. Mais les dollars, ce n'est pas votre monnaie, c'est la monnaie de notre pays. Donc, comment vous pouvez les trouver? Il faut vendre à l'étranger. Donc, le problème dans le cas des pays africains, c'est que c'est des pays qui exportent majoritairement des produits primaires. C'est-à-dire que c'est toujours le legs de la division internationale du travail au temps du colonialisme. La Côte d'Ivoire, par exemple, c'est toujours le cacao. Donc, la Côte d'Ivoire de 1930-1950, c'est toujours la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. C'est les mêmes produits qu'ils exportent. Et c'est quand même choquant, bois, cacao, etc., café, ce genre de choses. Et donc, le prix de ces produits-là est déterminé à l'étranger. Et aussi, c'est des prix qui sont très instables. On a vu avec la crise du COVID-19 qu'il y a une chute générale du cours des matières premières, pas seulement du pétrole. Et donc, du coup, comme ces pays-là n'ont plus assez de recettes d'exportation, c'est difficilement qu'ils peuvent payer leurs dettes en dollars ou en euros. Donc, c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? C'est peut-être essayer d'attirer les investisseurs étrangers pour que ces investisseurs étrangers apportent des devises et qu'ils puissent utiliser ces devises pour payer la dette temporairement. Mais même les investissements directs étrangers ne résolvent pas le problème. Pourquoi? Parce que les investissements directs étrangers, généralement, interviennent dans des secteurs qui ne vont pas créer des recettes en devises, des recettes d'exportation. Par exemple, c'est les infrastructures. Tu fais des infrastructures en péage à Dakar, etc. Ce n'est pas ça qui va t'apporter des dollars, des euros. Et donc, en même temps, chaque année, les investisseurs vont rapatrier leurs profits vers la métropole ou ailleurs, vont faire des manipulations comptables pour faire des transferts illicites parce qu'on sait que l'Afrique est créditrice vis-à-vis du reste du monde via le fait que beaucoup des ressources africaines sont pieds à travers ces manipulations comptables-là. Et voilà, il y a aussi les importations d'équipements, de technologies qui font que l'investissement direct étranger n'est pas une solution. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ces pays sont obligés de se réendetter à nouveau pour payer l'ancienne dette. Et donc, ça, c'est le mécanisme vicieux de la dette et qui est là depuis la période coloniale. C'est pourquoi à chaque 15-20 ans, on dit qu'il faut annuler la dette. Bien sûr, il faut annuler la dette, mais il faut d'abord annuler les mécanismes d'essence coloniale qui sont là et qui font que la dette est un symptôme récurrent. Tous les 15-20 ans, on en parle. Et donc, si on veut véritablement abolir la dette, il faut abolir ces mécanismes liés à la division internationale du travail héritée de la période coloniale. D'accord. Oui, c'est un peu la même chose qui se passe avec Haïti, avec la dette colossale de Haïti. Oui, dette héritée, voilà, et puis qui a traîné sur un siècle. Il nous reste 10 minutes là sur ce temps de réunion. Donc, je te pose encore une ou deux questions et puis je ferai un autre appel et on finira pour les autres. D'accord? OK. Un nouvel acteur émergent de cette crise et qui sera très certainement central le jour d'après est la Chine, dont le rôle suscite de nombreux échanges, voire polémiques. Qu'en est-il de la relation actuelle de la Chine à l'Afrique dans le cadre de cette pandémie? Je ne peux pas dire quel est exactement le rôle que joue la Chine exactement dans le cadre de cette pandémie, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de discussions sur la dette que l'Afrique doit à la Chine. Et le plus drôle, c'est que même les ministres africains ne savent pas la dette
qu'ils doivent à la Chine. Parce que la Chine n'a pas des méthodes très, disons, transparentes pour allouer sa dette. Parce que la dette, l'investissement étranger et l'aide forment un tout, disons, pour le gouvernement chinois lorsqu'il intervient en Afrique. Alors que dans le cas, disons, des créanciers traditionnels, il y a quand même une relative différence entre l'aide publique au développement, l'investissement étranger et la dette. Et donc, c'est un peu ça. J'ai vu circuler le chiffre de 145 milliards, mais en fait, ça vient des travaux de la China Africa Research Institute qui précise très bien que les 145 milliards, c'est à peu près 145 milliards, c'est les dettes qui ont été contractées effectivement, mais ça ne prend pas en compte les montants qui ont été remboursés entre-temps. Et ce chiffre qu'on a vu circuler, disons, dans les médias qui reprennent des chiffres en disant que la Chine détient 40%, alors qu'on ne sait pas, en fait. On ne sait pas. Peut-être que c'est 17%, parce que le chiffre qui a été avancé par la Banque mondiale. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la Chine n'est pas si différente des autres créanciers, hein, parce que la Chine également n'est pas trop différente des puissances traditionnelles. Parce que l'intervention du gouvernement chinois en Afrique aussi, c'est pour sécuriser son accès à des matières premières, avoir des marchés pour ses entreprises, etc. Et c'est ça qui maintient aussi l'Afrique dans une certaine forme de division internationale du travail et aussi qui la maintient dans un état de sous-développement. Donc, quelque part, le partenariat avec la Chine est beaucoup plus bénéfique pour les pays africains. Ça donne beaucoup plus de latitude. On ne reçoit pas les leçons de démocratie et de droits de l'homme, mais sur le plan économique, ça maintient les structures en place. La même chose. Quelle perspective, du coup, pour le jour d'après? Ah oui, mais c'est cela. Le jour d'après, il faut le préparer parce que si on se perspective si on se situe dans la perspective du FMI, par exemple, le peuple n'ont pas ce qu'ils ont contracté en leur nom. Et donc, il faut se battre pour qu'il n'y ait pas d'ajustement structurel. Donc, il faut un front uni contre la dette, contre l'ajustement structurel. D'accord. Et la colonialité du pouvoir peut-elle exister avec une puissance non occidentale? Oui, je pense que oui. Tant qu'on reste dans une logique capitaliste, qui est une logique qui privilégie le profit, l'accumulation du capital au détriment, disons, des besoins humains, au détriment des droits humains, oui, c'est possible. Et l'intervention chinoise n'est pas si différente, disons, de celle des anciennes puissances coloniales, des puissances occidentales. Parce que dans les deux cas, ce sont les mêmes objectifs: sécuriser l'approvisionnement en matières premières, avoir des marchés pour leurs entreprises. Et donc, l'Afrique devient le terrain d'un conflit entre ces puissances-là, les anciennes puissances et les nouvelles puissances. Et donc, nous ne devons pas, en tout cas, en tant qu'Africains, en tant qu'africanistes, nous ne devons pas accepter d'être, disons, le terrain où se livrent des batailles entre anciennes puissances et nouvelles puissances. Nous devons aspirer à avoir beaucoup plus de souveraineté vis-à-vis de ces logiques-là et aller aussi vers un modèle civilisationnel alternatif, parce que l'Afrique ne pourra pas se faire à travers le capitalisme. L'Afrique devra se faire à travers un modèle post-capitaliste, anticapitaliste. Ça, il faut le dire, privilégier l'humain. Et ce que montre le coronavirus actuellement, c'est que ça montre aux pays riches, développés, ce qu'est le sous-développement. Parce qu'actuellement, les pays riches sont devenus des pays sous-développés. Parce qu'ils se rendent compte que le sous-développement, ce n'est pas une absence de moyens, mais c'est juste que les moyens ne sont pas mis au service de la majorité des populations. C'est ça l'enseignement principal du coronavirus. Maintenant, tout le monde sait ce que c'est que le sous-développement. C'est très facile de dire qu'ils ont des dictateurs, ce n'est pas la démocratie, ils ne savent pas gérer. Voilà. On voit ce qui se passe dans les pays occidentaux. Donc, ça veut dire que quand on privilégie la logique de l'accumulation pour l'accumulation, mais tôt ou tard, ce sont les peuples qui payent et on le voit. Donc, il faut sortir de ce modèle tout à fait irrationnel qu'est le capitalisme. Il y a une autre interrogation qui émerge et elle concerne la position des chefs d'État. Pour les chefs d'État qui ont accepté la suspension de la dette, de quoi le peuple est-il le nom? Alors qu'ils savent très bien qu'ils vont devoir supporter les obligations
qui vont pénaliser le peuple? En fait, le constat, ce n'est pas nécessairement un jugement, mais c'est un constat. Les peuples ne comptent pas pour nos dirigeants. Ils ne comptent pas. Et d'ailleurs, avec cette pandémie, ils ont découvert le secteur informel. Pour une fois, ils se disent, ah, mais il y a 70%, 80% de la population qui existe et on n'a jamais eu de politique vis-à-vis de ces gens-là. On n'a jamais eu d'instrument. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut laisser dans les rues parce qu'ils vont permettre au virus de se propager. On n'a pas assez de moyens pour eux. On veut les confiner, mais on ne peut pas se faire comment les confiner. Il ne faut pas qu'ils se déplacent. On ne sait pas comment faire. Donc, ils découvrent quelque part qu'il existe un secteur informel qui était là. Et donc, voilà, ils n'ont pas du tout d'instrument. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Est-ce qu'ils veulent leur donner directement de l'argent? Ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les instruments. Ils ne savent pas où ils sont. Ils veulent leur donner une aide alimentaire, mais non, ce ne sera pas toujours possible parce qu'il y a toujours ces scandales de détournement, etc. Au Sénégal, il y a ça actuellement. Il y a beaucoup de discussions, d'allégations sur voilà, l'aide alimentaire qui serait détournée ou qui serait le prétexte à certaines personnes proches du gouvernement de s'enrichir, etc. Donc, on voit que pour ceux qui nous dirigent, nos peuples n'existent pas. Quand ils prennent une dette, ce n'est pas pour l'intérêt des peuples, mais c'est des moyens d'enrichissement personnel et c'est des moyens de faire des affaires avec certaines puissances aussi. Et donc, de dire que voilà, les pays africains, depuis le discours de la Baule, sont devenus des démocraties, c'est très réducteur. Parce que même en Occident, on ne peut même pas parler de démocratie. Parce que si on regarde bien l'histoire, parce que moi, j'avais travaillé sur l'histoire du mot démocratie, mais voilà, on se rend compte que ceux qui ont créé ces systèmes dits démocratiques ne voulaient pas de la démocratie. Et ce n'est pas parce que nous, en Afrique, nous importons cette forme-là dite démocratique que ces pays sont démocratisés. Non, organiser les élections tous les 5 ans ou tous les 7 ans, ce n'est pas ça la démocratie. Ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir au peuple, c'est-à-dire partir des options décidées par ceux qui n'ont rien, c'est-à-dire que ces gens qui n'ont pas d'argent, ces gens qui ne sont pas savants. Quand ces gens la décident, on peut parler de démocratie. Mais partout, je veux dire, sur toute l'étendue du globe, mais c'est une minorité qui décide. En Afrique, c'est la même chose. Tu as en partie répondu à cette question, mais quand même, je pense qu'elle est importante elle mérite d'être un peu plus développée. Cette pandémie ne devrait-elle pas être l'occasion pour les États africains de rompre avec l'idéologie de leurs anciens colonisateurs ou même avec la logique de la colonisation? Tout à fait, tout à fait. En fait, il faut, disons, aller à rebours de ce que nous avons fait depuis nos indépendances et aller à rebours de la logique de la colonialité. Pourquoi? Parce que jusque-là, nos chefs d'État se disaient qu'on est dans un monde ouvert, il faut s'intégrer au système mondial, liberté d'échange, liberté de circulation des capitaux, etc. Tout est bon, on n'a pas besoin de produire sur place ce que nous mangeons, etc. Donc, il faut s'approvisionner sur les marchés mondiaux. On n'a pas besoin d'avoir de souveraineté monétaire parce qu'on pourra toujours s'endetter sur les marchés, etc. Donc, tout ça, on doit jeter ça à la poubelle. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a eu des combats menés en Afrique contre les accords de libre-échange que l'Union européenne voulait imposer aux pays africains. Et donc, les mouvements sociaux se sont opposés, disons, à l'Union européenne et à nos chefs d'État. Par exemple, moi, en Afrique de l'Ouest, mon pays, le Sénégal, qui est classé parmi les pays les moins avancés, n'était pas tenu de signer les accords de partenariat économique, donc les accords de libre-échange avec l'Union européenne. Nous avons signé et nous avons demandé aux autres pays de l'Afrique de l'Ouest de venir signer. Pas du tout obligé. Les jeunes qui manifestaient pour dire qu'il ne faut pas comment encore signer les accords de partenariat économique, parfois on les mettait en prison un jour, 2 jours, etc. Et maintenant, c'est le ministère du Commerce du Sénégal qui vient nous dire qu'il faut qu'on produise tout ce qu'on peut sur place. C'est quand même très ironique. On doit distribuer de l'aide alimentaire, on n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent. Et malgré tout, l'aide alimentaire vient de la Thaïlande. Si il vient de la Thaïlande, c'est des importations de riz qui viennent de Thaïlande, d'Asie, etc. Comme si on n'avait pas
des producteurs sur place qui pouvaient faire ce riz. Il y a le riz sénégalais. Pourquoi on n'essaie pas de l'améliorer? On dépense des milliards de CFA pour des importations de riz. Pourquoi on ne le fait pas? Même à l'heure actuelle, au moment de la pandémie. C'est-à-dire qu'il faut rompre avec tout cela. Et moi, à chaque fois, le message que je donne, ce n'est pas le mien, parce que le message a déjà été donné depuis longtemps, depuis au moins nos nous devons accepter de vivre en africain. C'est ce que disait Sankara. Parce que c'est la seule manière de vivre. Sankara, oui, seule manière de vivre dignement et librement. Mais c'est ça. Je veux dire, il n'était pas un théoricien, ce n'était pas un philosophe, etc. Il n'était pas économiste, etc. Ce n'était pas un homme politique classique. Mais c'est quelqu'un qui était très réaliste et qui avait montré la voie. Et donc, c'est ce qu'il faut. C'est ce programme-là. Je veux dire, Sankara, il ferme la page de nos pères et intellectuels fondateurs. Il ferme cette page-là. Depuis lors, il n'y a plus eu de volonté, disons, de déconnexion, comme disait Samir Amin. Parce que la déconnexion, tu vois, ce n'est pas l'autarcie, parce qu'on n'est pas pour la fermeture. Mais ce n'est pas la mondialisation à tout va. Donc, c'est un juste milieu où on place la priorité sur les besoins de nos masses. Et donc, c'est ça qu'il faut. Et donc, ça demande aussi un nouveau type de leadership. Moi, personnellement, je ne suis pas très optimiste quant à la capacité de sursaut des dirigeants que nous avons. Nous devons compter sur les jeunes générations pour leur infuser ces idées-là, pour qu'ils découvrent qu'il y a des gens qui étaient là, qui ont proposé des choses, mais qu'on n'a pas entendues. Donc, on n'a pas besoin nécessairement de réinventer des choses, mais juste que les propos pertinents, les propositions pertinentes qui ont existé, qu'on puisse mettre ça à la disposition des jeunes générations. Et qu'ils comprennent et qu'ils essaient d'innover. Parce qu'on voit l'innovation dans cette période de coronavirus. Ça montre que le génie africain a été refoulé. Et dans les périodes de crise, on est capable de montrer une résilience. On est capable de faire des choses qu'on n'attendait pas de nous. Et donc, c'est ce potentiel qu'il faut mettre en branle. Mais justement, à la Fondation, on s'interroge depuis longtemps sur le rôle que devrait jouer l'Afrique et de cette question de l'unité africaine qui n'a toujours pas été résolue. L'Afrique, tout compte fait, n'aurait-elle pas intérêt à faire émerger, tu as en partie répondu, mais n'aurait-elle pas intérêt à faire émerger une gestion politique et économique prônant la souveraineté africaine, la liberté, l'indépendance par rapport aux autres États, et particulièrement les États anciennement colonisateurs, et toujours d'ailleurs avec des positions coloniales, mais aussi la solidarité interétatique et intercontinentale afin d'assurer au peuple africain la satisfaction de leurs besoins fondamentaux. C'est possible et c'est ce à quoi nous devons aspirer. Et donc, cela demande un autre type d'engagement. Récemment, j'ai eu la chance de participer à la collecte, disons, de signatures pour une lettre qui a été signée par 100 intellectuels du continent et de la diaspora, incluant voilà, des écrivains connus comme Wole Soyinka, Maki Gassama, Cheikh Hamidou Khan, et même d'autres, Cornel West, etc. Et donc, l'objectif, c'était de le dire dans cette lettre-là, mais il est temps de changer. On ne peut plus rester sur les mêmes vieilles habitudes. Il est temps. Et ce message-là, il a été adressé aux chefs d'État qui sont là sur place, mais il s'adresse aussi à tous les peuples parce qu'à un moment donné, ces chefs d'État ne seront pas toujours là. Il faudra d'autres, en tout cas, d'autres leaders politiques beaucoup plus jeunes qui viendront pour changer les choses. Parce qu'il faut se dire aussi que le changement aussi, c'est quelque chose qui appartient aux jeunes. Je veux dire, ceux qui sont jeunes dans leur esprit, mais ceux jeunes aussi au niveau de leur âge. À chaque fois que nous parlons, disons, de nos héros, de nos idoles politico-intellectuels, Frantz Fanon, Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah, Lumumba, etc., ils n'avaient pas 60 ans hein, quand ils voilà, tenaient les discours pour lesquels on les tient en adoration jusque-là. Donc, à un moment donné, il faut aussi que les jeunes générations puissent avoir plus d'audace et mettre en place, disons, des systèmes politiques qui permettront à l'Afrique d'aller de l'avant. Mais il sera très difficile de compter sur le type de bureaucratie que nous avons au niveau, disons, des institutions communautaires panafricanistes.
les communautés économiques régionales, l'Union africaine, etc. Ils sont Ouais. dans une approche très bureaucratique, mimétique et qui n'est pas orientée vers la souveraineté. C'est un constat. Moi, récemment, j'ai été choqué de voir des tribunes où les gens disaient que la zone de libre-échange continentale va permettre, disons, de régler tous nos problèmes. Ah oui, ça. Le COVID-19 est la meilleure preuve que nous avons besoin de la zone de libre-échange continentale. Mais je me dis, ces gens, ils n'ont rien compris. Parce que le libre-échange reste une doctrine coloniale. Donc, le libre-échange entre les pays africains, c'est la colonialité entre les pays africains. Ce dont nous avons besoin, c'est comment travailler ensemble pour que chaque pays ait son autosuffisance alimentaire. Comment remplacer la compétition par l'émulation. C'est ce qu'il faut. Mais qui a intérêt à mettre en compétition le paysan qui fabrique du coton au Burkina Faso avec son homologue malien ou béninois? Ce n'est pas les Africains qui ont intérêt à cela. Mais c'est la logique de nos élites qui se disent panafricanistes. Non, elles ne sont pas panafricanistes. Elles sont dans l'afro-libéralisme. Et ça aussi. L'afro-libéralisme, absolument. Il faut que ce soit très clair que les gens voient cela. Les projets, disons, de libre-échange, c'est des projets afro-libéraux qui ressassent en tout cas la logique coloniale. Les projets de zone monétaire avec monnaie unique, etc., c'est aussi des projets coloniaux. Absolument. Oui. Pourquoi? Parce que pour avoir une monnaie unique, mais il faut une structure fédérale, démocratique. Tous les intérêts des peuples sont pris en charge. Là, ça pourra marcher. Mais si on essaie d'imiter ce qui se fait dans l'eurozone, où on a une union monétaire qui a été créée pour les besoins de la finance internationale, mais nous n'en sortirons pas. Mais ici, l'arnaque, c'est de prendre des projets afro-libéraux et de dire que voici le panafricanisme, voici ce que disait Nkrumah, voici ce que disait Fanon, voici ce que disait Cheikh Anta. Et non, Cheikh Anta et tout ça, il ne disait pas ça. Il disait qu'il faut l'unité africaine parce que le panafricanisme, c'est d'abord un projet d'émancipation politique, pas seulement de l'Afrique, mais du genre humain. Donc, quand on parle de cette idée, on ne peut pas se contenter de formes simplistes comme en disant que si on abolit les barrières au commerce, tout marchera. Non, il faut être critique vis-à-vis de ces idées-là. Malheureusement, c'est les idées qui sont défendues par nos élites. Oui, parce qu'ils ont d'autres intérêts. D'autres intérêts, oui. C'est pourquoi quand on parle d'Afrique aussi, il est bien de montrer ses intérêts de classe. Bien sûr. Oui. Un autre aspect de cette crise, c'est la proposition que les vaccins soient testés en Afrique. Même si le contexte était un peu, n'empêche que l'idée a été quand même proposée a été de faire des tests en Afrique. Alors bien sûr, il a ajouté après, comme on pourrait le faire en Australie, etc. Bon, donc ça pose toujours la même question. N'est-ce pas encore une perception coloniale des corps noirs au nom du bienfait de l'humanité, comme cela fut fait au moment de la mise en esclavage, où les corps noirs ont été déshumanisés et désacralisés au nom du capitalisme? Oui, c'est une très longue histoire qui commence avec la mise en esclavage, comme tu dis. C'est des propos qui sont très choquants. Mais d'une certaine manière, disons, tu peux reprendre, pas délibéré, je dirais, mais en tout cas, ça. Tu peux reprendre parce qu'on t'a perdu. Ah, d'accord, ok. Je disais que c'est une vieille histoire qui remonte à la mise en esclavage, la période de mise en esclavage, comme tu disais. Et donc, ces personnes qui ont parlé de tester les vaccins ici en Afrique ont dit des choses qui se passent en coulisses. Je veux dire, c'est ça qui se passe. Il y a de nombreux exemples qu'on a vus. On a vu des vidéos sur le sida, etc., où les gens se parlaient de cela. Parfois, c'est sûr que les gens peuvent verser dans des thèses conspirationnistes, etc. Non, mais c'est des choses qui existent. Et tu vois, moi, à un moment donné, je m'étais beaucoup intéressé à l'histoire de l'eugénisme. À un moment donné, je me disais qu'il faut que j'écrive des lignes sur parce que ça m'avait passionné. Les pays qui sont démocratiques, normalement, les populations les plus faibles doivent être prises en charge. Et quand on regarde l'histoire de l'eugénisme, mais c'est une histoire familiale. Mais les gens ignorent qu'il y en a une organisation en particulier, celle qui l'a fondée historiquement, mais était une championne de l'eugénisme. Donc, quand les pays africains peuvent avoir des réticences par rapport à certaines choses, mais c'est parce que tout simplement, c'est l'histoire qui leur enseigne. L'eugénisme, au départ, c'était un projet pour éliminer le mauvais stock. Ça a commencé, je veux dire, donc, du point de vue de la réflexion en Grande-Bretagne,
mais ça s'est exporté vers les États-Unis. Et c'est là où il y a eu, l'eugénisme s'est constitué comme science, fausse science. Et donc, il y a eu tellement de pratiques d'abus. Au départ, c'était sur les populations blanches, ce qu'on appelait les imbéciles, les morons, etc. Et la thèse de quotient intellectuel a été créée à partir de là. Et l'eugénisme avait même valeur constitutionnelle aux États-Unis. Mais après la Seconde Guerre mondiale, il y a une dimension raciale. Après, c'était les Noirs. Après, c'était aussi les natifs amérindiens. Et donc, ça, c'est des histoires qui sont là. On a les témoignages. Et donc, tout ce qui a été fait dans l'histoire de la médecine vis-à-vis des corps noirs, etc. aussi, c'est des choses qui ont été documentées. Il y a un livre qui s'appelle Medical Apartheid qui documente tout ça. Donc, tout ça, on connaît. Donc, les Africains doivent être encore plus vigilants. C'est pourquoi lorsqu'on parle aussi de libre-échange, mais il faut voir ce qui entre. On ne peut pas laisser tous les aliments entrer, etc. Qu'est-ce que nous mangeons? Qu'est-ce que nous buvons? Il faut la souveraineté sur ces choses-là. Et donc, les Africains doivent être visibles parce que, évidemment, il y en a pour qui la démographie africaine pose problème. Et donc, sans être dans le complotisme, il faut que nous soyons vigilants par rapport à cela. Donc, si on regarde... Un qu'on peut nommer, c'est M. Sarkozy. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Alors, ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est qu'en fait, ils ont un mauvais raisonnement. La démographie africaine peut être une chance pour l'Afrique, à condition de sortir du capitalisme. Après, si on reste dans le capitalisme, oui, c'est un scénario qui ne sera pas très idyllique. Mais si on sort du capitalisme pour des régimes beaucoup plus, en tout cas, je ne vais pas dire socialistes, mais en tout cas des régimes qui reposent beaucoup plus sur la solidarité entre les êtres humains, entre les communautés. Ça ne posera aucun problème. Ce sera une chance inestimable pour l'Afrique. Ndongo, n'est-il pas temps pour les forces appelant à une rupture avec le paradigme de la domination, avec l'ordre capitaliste et impérial, d'imposer un plan pour les réparations, aussi bien pour tout ce qui touche à la traite négrière transatlantique, à la mise en esclavage, au colonialisme, en tant que crime contre l'humanité et de génocide? C'est une approche qu'il faut défendre. Pourquoi? Parce que c'est important. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse apprendre des leçons de l'histoire. Parce que souvent, on dit que c'est de l'histoire passée. Mais c'est que l'histoire revient souvent, se répète sous de nouvelles formes. Et ce que dit c'est de l'histoire passée ne voit pas les types, disons, de violence, d'injustice, de discrimination qui existent toujours. Donc, il faut qu'on puisse apprendre de cela. Et l'approche par les réparations permet de dire que, voilà, il y a eu des injustices par le passé. Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans le moment actuel? Mais à un moment donné aussi, quand on pose cette question-là, il faut la poser dans une démarche qui rompt avec, disons, les structures capitalistes. Parce que, par exemple, si on dit que, par exemple, je donne un exemple, hein, tout bête, les réparations coûtent tant, le montant qu'on décide, en tout cas que les populations victimes décident, le montant coûte tant, je pense que d'un point de vue économique, ces populations y perdraient parce que l'argent serait toujours dans l'argent, voilà, des puissances dominantes et ne pourrait être utilisé que par rapport aux biens, services, marchés de ces puissances dominantes. Donc, quand on pose cette question actuelle, les structures de domination monétaire, financière, etc. Parce que sinon, voilà, si on vous donne $100, mais c'est $100 que vous pouvez juste, pour pouvoir juste faire des dépenses, non pas à l'intérieur de vos pays, mais dans les pays, disons, qui dominent le système mondial. Et dans ce cas, ce sera juste une manière, disons, de contribuer indirectement à renforcer leurs économies. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'il faudrait prendre en question. C'est comme l'idée de plan Marshall, hein, qui peut être... Oui, bien sûr, oui. Mais tu penses bien, tu imagines bien que lorsque, à la Fondation Frantz Fanon, on parle de réparation, il ne s'agit absolument pas de réparation monétaire, mais de réparation politique, et entre autres qui passe par l'application stricto sensu du droit à la souveraineté alimentaire, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et aussi à reconfigurer complètement les relations internationales. Tout à fait. C'est l'approche qu'il faudrait avoir. C'est-à-dire que c'est un système international qui ne marche pas pour les peuples et surtout pour les peuples qui ont fait, disons, qui ont été faits, en fait,
qui ont subi la colonisation, qui ont subi l'esclavage, etc. Donc, il faut un système international basé sur le droit de chacun des peuples à s'autodéterminer. C'est comme disent un peu en fait, certains du mouvement altermondialiste. Nous avons un monde, mais plusieurs mondes sont compatibles dans le monde dans lequel nous sommes. Et il est temps qu'on aille vers un monde beaucoup plus multipolaire où il y a un certain pluralisme, disons, au niveau des valeurs et aussi, voilà, qu'il y ait plus cette domination unilatérale des valeurs occidentales, en fait, de la perception occidentale de l'ordre du monde. C'est ça qu'il faut changer. Et il faut changer ça du point de vue des peuples, parce qu'on sait que même dans nos États, il y a toujours ces relations de classe qui faussent tout. Parce que quelque part aussi, ceux qui dirigent les États africains sont juste ceux qui ont remplacé les gouverneurs d'antan. Absolument. Ouais. Mais ce n'est pas seulement une question aussi de relations internationales, de souveraineté, etc., mais aussi la question qu'on pose avec la réparation, c'est justement décoloniser le pouvoir, décoloniser la construction du savoir, le savoir et sa construction, mais aussi décoloniser la perception que ce monde blanc a et capitaliste a des êtres. C'est-à-dire avec d'un côté des zones d'être de tous ceux qui sont les êtres avec le système capitaliste qui les protège, et d'un autre côté toute une zone de non-être avec à l'intérieur aussi une hiérarchisation avec selon la classe dans laquelle tu vis et selon la couleur de ta peau ou des phénotypes raciaux qui viennent aussi peser lourd dans la balance. Donc c'est aussi toute cette réflexion que l'on mène, et pour nous cette rupture elle passe par là. Elle passe par une rupture épistémologique et ontologique de la perception de l'humanité, de ce qu'est l'humanité. Tout à fait, tout à fait. C'est important et ça doit commencer, en tout cas, la dimension épistémique, elle est cruciale, cardinale. Et ça requiert que le monde occidental ait notre approche de l'histoire et de son histoire en particulier. Parce que dans l'histoire racontée par le monde occidental, on a oublié la perspective, moi, de ce que j'appelle les minorités systémiques. Ce que j'appelle les minorités systémiques, c'est la majorité au niveau démographique. Mais c'est des minorités systémiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont été minorisés sur le plan intellectuel, philosophique, culturel, etc. Et donc, il faut revaloriser cette perspective-là. Parce que c'est important si on veut aller vers un monde qui est fait de plus d'humanité, où il y aura plus ces considérations de race, etc. Parce qu'on sait que la race, c'est une invention, disons, moderne du capitalisme pour pouvoir justifier des pratiques d'exploitation, d'oppression. Et donc, à un moment donné, les personnes qui n'ont pas conscience de leur histoire, d'où les choses viennent, ne peuvent pas avoir ce surplus d'humanité-là. Et donc, c'est pourquoi la dimension épistémique, elle est très importante. Et il y a certains ouvrages, en fait, qui peuvent aider par rapport à cela. J'ai énormément appris en lisant un livre qui n'a toujours pas été traduit en français, qui s'appelle Silencing the Past. Qui s'appelle? Par Ralph Trujillo. Silencing the Past. Silencing the Past. OK. Ralph Trujillo. Où il donne l'exemple de la Constitution d'Haïti. Parce que quand Haïti a pris son indépendance, la Constitution haïtienne est presque la plus progressiste de tous les temps. Absolument. Il n'y avait pas de concept de race. Les Haïtiens, ce n'est pas des personnes de couleur, mais c'est tous les humains qui veulent œuvrer pour voilà, une meilleure humanité. C'était ça la Constitution haïtienne. Elle était même 1000 fois plus progressiste que la Déclaration des droits, disons, de 1789. Oh bah absolument, absolument. Oui. Et donc, lorsqu'il dit silencing the past, c'était un peu ça son message. Il y a des choses qui ont été faites, mais les gens les ignorent toujours en disant « Ah, maintenant, c'est de l'histoire passée », alors que c'est les mêmes structures qu'on renouvelle. C'est pourquoi la dimension épistémique, elle est très, très, très importante. Il faut qu'on ait une histoire plurielle où cette perspective-là de ce que j'appelle les minorités systémiques est mise en exergue. Malheureusement, même nous qui sommes en Afrique, nos enfants ne connaissent pas leur histoire, ne connaissent pas la richesse de leur histoire et ignorent aussi beaucoup d'aspects de l'histoire des autres. Et ça aussi, nous devons y remédier parce que c'est important si on va aller vers le monde
auquel nous appelons un monde où l'idée de race n'existe plus. Mais c'est une vraie question et parce que tout compte fait, les structures du capitalisme et de l'ordre impérial sont les mêmes avec des déclinaisons, des variations, mais sont les mêmes depuis la mise en esclavage. Ce sont les mêmes qui se répètent à l'envi, ad libitum, et qui sont de plus en plus violentes, sont de plus en plus clivantes, excluantes, pour garder le bénéfice de ce système financier entre les mains de quelques personnes et que les autres soient exclus de tout partage de richesse. Et c'est ça qu'il faut vraiment faire comprendre et que l'on doit, et la rupture doit s'exercer là-dessus. Oui, tout à fait, tout à fait. En tout cas, généralement, ceux qui peuvent apporter les ruptures, ce ne sont pas ceux qui bénéficient des privilèges de ce système, mais c'est ceux qui sont exclus de ce système, ceux qui sont pénalisés, ceux qui sont exploités, opprimés par ce système. Donc, si rupture doit y avoir, je pense que ça ne peut venir que des damnés de la terre, ceux qui sont à la périphérie du système. Et donc, ça demande aussi qu'il y ait cette claire conscience que le modèle qui est là, le modèle de civilisation, en fait, la civilisation capitaliste qui est là depuis 5 siècles, c'est pas ça qui permettra à l'humanité de sortir de l'ornière. C'est pas ça qui permettra au pays, au peuple du tiers-monde, Afrique et ailleurs, de sortir. Et ce n'est même pas, c'est pas ça aussi qui permettra même à l'Occident de pouvoir, voilà, on peut se régénérer moralement. Non, il faut aller vers autre chose. Et cette autre chose-là, oui, viendra à partir de la périphérie. Et donc, avec une nouvelle génération de leaders, avec d'autres types, disons, de savoir, d'autres types de pratiques, etc. Cette crise sanitaire, elle pose aussi une autre question. Est-ce qu'elle ne devrait pas permettre aux pays africains de régénérer politiquement le panafricanisme pour viser à l'unité? Tu en as un peu parlé, mais bon, pour viser à l'unité de l'Afrique et construire réellement un mouvement politique de solidarité pour la conquête de la souveraineté de l'Afrique. C'est un peu, en te posant cette question, je me rappelais ce que Fanon avait dit à propos de l'unité africaine, justement, qu'on n'a pas besoin en Afrique, si on a un problème à régler à l'intérieur de l'Afrique, nous ne devons pas faire appel à des puissances extérieures à l'Afrique, que ce soit l'ONU ou la France ou d'autres. Et c'était à propos de l'assassinat de Patrice Lumumba. Et ce panafricanisme, dont beaucoup aujourd'hui ont une vision un peu trop romantique à mon goût, ne devrait-il pas être régénéré, repensé, justement parce que aussi les choses ont un peu changé, repensé et permettre à l'Afrique de s'unifier, mais surtout aussi de rompre avec ce modèle colonial? Tout à fait. Il faut régénérer le panafricanisme. Et dans l'appel que nous avions fait, je veux la déclaration avec les sens intellectuels, on a dit qu'il faut, le panafricanisme doit retrouver son souffle. C'est important parce qu'il y a eu un travestissement du panafricanisme depuis les années 70. Ce qui passe pour être de l'intégration régionale, continentale, etc., c'est juste de l'intégration selon les demandes du système mondial, pas selon le vœu initialement formé par nos pères fondateurs, nos intellectuels fondateurs. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est retrouver cette idée-là, idée de panafricanisme comme projet d'émancipation, comme projet de libération africaine, mais aussi du genre humain. En partant de ces idées-là et en essayant de voir dans le contexte actuel comment nous pourrions les mettre à profit. Mais ce n'est pas ce que nous faisons. Ce que nous faisons, c'est de dire que l'Union européenne a le libre-échange, il nous faut le libre-échange. L'Union européenne a une monnaie unique, il nous faut la monnaie unique. Alors qu'on ne part pas des besoins que nous avons. On ne part pas de nos situations concrètes. On a des taux de croissance importants, mais pourtant, on a la moitié de nos ménages ruraux qui, voilà, qui n'ont pas d'eau ni de savon. Qui n'ont pas d'eau, rien. Est-ce que c'est ça le panafricanisme? Non. Un vrai panafricanisme doit partir
disons, des priorités des masses de nos populations. Et donc, c'est ce qu'il faudrait quitter complètement le paradigme de la compétition pour celui de l'émancipation. Mais pour l'instant, le discours qu'on a, c'est un discours pour dire juste il faut plus d'intégration commerciale, il faut plus d'intégration financière. Il faut que les gens aient le courage de le dire que ce qui passe pour être du panafricanisme, c'est un travestissement. Il faut qu'on le dise. Et il faut aussi avoir une forme de leadership, par exemple. On ne peut pas dire qu'on a une Union africaine, on veut l'émancipation africaine, et le siège de l'UA est offert par la Chine. Par la Chine. Le budget de l'IA est financé par des acteurs étrangers à l'Afrique. Il faut que nous ayons la dignité. Oui, il faut qu'on ait la dignité de dire que les Africains vont financer eux-mêmes l'Union africaine. C'est possible. L'Afrique a les ressources. Et donc, c'est ce qu'il faudrait. Donc, il faudrait identifier des structures qui permettent de répondre à nos besoins ponctuels tels qu'ils sont situés ici et là. On a par exemple besoin, je parle en fait des perspectives qui m'intéressent moi, on a par exemple besoin d'autosuffisance alimentaire et énergétique. Pourquoi? Parce que nous dépensons beaucoup à importer des produits alimentaires et à importer des produits énergétiques, alors que nous avons tout sur le continent. Mais pourquoi nous ne nous mettons pas ensemble pour conquérir notre autosuffisance alimentaire et énergétique, au lieu que de dire qu'il faut que les marchandises circulent, les marchandises que nous ne produisons pas sur place? Et pourquoi aussi nous ne pouvons pas nous doter d'un fonds monétaire africain pour pouvoir nous émanciper un peu du FMI et pouvoir avoir des mécanismes de solidarité entre nous. Si le Sénégal a des problèmes, mais un autre pays africain pourra lui prêter de l'argent, pourra lui prêter ses réserves de change. C'est des choses qui sont possibles. Pourquoi laisser les autres régler les conflits qui se passent en Afrique? Nous devons avoir une armée continentale en Afrique et avoir beaucoup plus de poids au sein des Nations Unies. Avoir au moins une représentation dans le Conseil de sécurité. Donc, c'est des choses qui sont possibles et qui sont beaucoup plus porteuses pour l'avenir du continent que les projets banals de libre-échange commercial, etc. Donc, ça, c'était le vœu panafricaniste initial. Là, la difficulté, c'est qu'une fois que les États-nations se sont un peu ossifiés, c'est très difficile d'aller vers une union politique fédérale. Mais c'est possible. Si le panafricanisme, disons, le panafricanisme de combat qui marche grâce à des progrès sur des choses concrètes, si on arrive à cela, on peut aller vers en tout cas vers l'idée de fédération politique. C'est tout à fait possible. Mais il faut que le panafricanisme fasse ses preuves. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette en place des structures adaptées. Et les peuples, ils verront leur intérêt. Parce que pour l'instant, c'est un panafricanisme sans les peuples. Donc, c'est de l'afro-libéralisme. C'est pour ça que je parle de panafricanisme, de romantisation. Oui, parce qu'après, le panafricanisme reste juste dans sa dimension idéologique et littéraire. Mais sur le terrain, on voit que c'est les afro-libéraux qui dominent leur projet. Mais écoute, merci beaucoup pour cet échange. Merci pour ta disponibilité. Mais pas de quoi. J'espère que ça a été clair. Hein? Très clair, très clair. Merci à vous deux. Merci et à bientôt. À bientôt. Portez-vous bien. Hein? Oui, toi aussi, portez-vous bien et vive l'Afrique. Allez, ciao. Bye. Ciao.